Imaginez un pays où les mafieux ne se contentent pas de fuir la loi, ils sont la loi. En Russie, les gangsters ont troqué leurs survêtements contre des costumes de fonctionnaires, et le monde du crime est devenu une entreprise. Ils ont créé un système où la loyauté, la peur et le profit ont remplacé la loi et l'ordre. De la chute de l'Union soviétique à l'ascension des oligarques, la corruption n'a pas seulement survécu, elle a évolué. Pendant 70 ans, les dirigeants soviétiques contrôlèrent presque toute la vie des citoyens. Quand ce système a chuté en 1991, les règles aussi. Les banques détenaient des roubles soudainement moins valables que de l'argent de Monopoly. Les usines qui fabriquaient avions de chasse et réfrigérateurs n'avaient plus de commandes, d'acheteurs ni de patrons. Les raffineries de pétrole continuèrent de pomper, mais personne ne pouvait dire à qui appartenait le pétrole. En théorie, il appartenait aux ouvriers, mais en réalité, il allait à celui armé du plus gros calibre. C'était le Far West, la police n'était pas payée. En quelques mois, les bureaux du gouvernement sont devenus des villes fantômes où les gens attendirent des instructions jamais venues. C'était un parfait vide de pouvoir, vestige d'un pays et de 12 satellites remplis de trésors, sans personne pour en revendiquer la propriété. Un groupe pensait avoir autant de voix que les autres. Dans ce vide politique, seuls les criminels, encore organisés, ont agi. La Russie avait toujours eu son aristocratie de voleurs. On les appelait les voleurs dans la loi. Des criminels endurcis avec leur propre code, nés dans les goulags de Staline. Mais lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée, ils ont été rejoints par les vétérans de la guerre d'Afghanistan qui connaissaient les armes et les tactiques, des culturistes, d'anciens officiers du KGB experts en surveillance et en chantage, et même des joueurs de baseball. Si tu savais manier une batte, tu savais donner un coup de poing. Et si tu savais faire ça, tu avais un avenir. Dans un monde où seul le crime rapportait encore, les seigneurs de ces nouvelles recrues vendèrent la violence comme un service, maintenant le public sous contrôle. Les tribunaux russes étant faibles et la police absente, les quartiers d'affaires de Moscou étaient-ils devenus des zones de guerre. Les ports de Saint-Pétersbourg ressemblaient à des parts de pizza. Vladivostok semblait bombardé. Des voitures piégées explosaient en plein jour, des hommes d'affaires étaient abattus dans des cafés, des corps flottaient dans les rivières ou étaient jetés dans des coffres de voitures comme avertissement. Dans les années 1990, Moscou était envahi par les meurtres sous contrat, dont le prix variait selon la cible. Avec un salaire moyen russe d'environ 100 $ par mois, un meurtre coûtait peu cher. Ce secteur est désormais l'un des plus dynamiques du pays. Pour saisir le chaos post-soviétique, imaginez une ville où l'homme le plus effrayant n'était pas un méchant de film. Il était dans votre journal. Alexandre Solonik était une sorte d'anti-héros du monde réel. Chaque semaine, renforçait la légende de Solonik. Il s'évadait d'une prison et battait les forces spéciales au tir avec 2 pistolets. Il a combattu une douzaine de détenus endurcis avec une pelle, comme une sorte de gladiateur sibérien. Le mieux, c'est que nul ne savait où finissait le mythe et où débutait l'homme. C'était l'essentiel. Solonik ne traquait pas de civils comme un tueur en série, mais chassait des intouchables en professionnels. Lors d'un assassinat célèbre, un grand parrain du crime est sorti de sa Mercedes blindée, entouré de gardes du corps, pour que Solonik l'abatte d'un tir précis à plusieurs centaines de mètres. Alors que la panique régnait, il a éliminé la moitié de l'équipe de sécurité et a disparu sans trace. Une autre fois, il est entré directement dans une boîte de nuit PAX, a passé les cordons de velours et les gardes armés, et a éliminé un commandant rival de la mafia, si rapidement que les fêtards n'ont même pas remarqué le bruit par-dessus la ligne de basse. Il traquait les hommes contrôlant les quartiers, ports et marchés. Les chefs du crime changeaient souvent de restaurant, se déguisaient et dormaient chaque nuit dans un nouvel appartement. Dans un pays où la police ne pouvait se protéger et où l'état de droit avait disparu, seuls ceux pouvant s'offrir les mercenaires les plus dangereux détenaient l'autorité. Au début, les hommes d'affaires engagèrent des hommes comme Solonik, comme on engagerait un serrurier ou un agent de sécurité. Ils représentaient une dépense nécessaire dans une ville où une acquisition d'entreprise pouvait signifier une fusillade au sens propre. L'argent n'achète la loyauté que temporairement. Bientôt, les commerçants ont compris que la stratégie la plus sûre n'était pas d'engager des hommes armés, mais de plier le genou devant ceux qui les commandaient. Payer la mafia une fois pour être protégé, et les prédateurs s'écartent. Payer 2 fois, vous êtes possédé, plus seulement protégé. Avec une entreprise, on payait pour la protection, ou on la voyait partir en fumée. Étrangement, ça marchait. La mafia vous protégeait, faisait respecter les contrats et réglait les différends. Vous pouviez aller au tribunal, attendre 18 mois, et payer des pots de vin, ou simplement voir la Bratva locale, la mafia russe, et le problème serait résolu en 1 semaine. Peut-être avec un tuyau en plomb, mais il y aurait quand même des résultats.
Les familles du crime gérèrent des réseaux d'espionnage aussi puissants que ceux des États, avec des informateurs dans les bureaux, des guetteurs et des policiers corrompus. Des quartiers entiers étaient recontrôlés par des parrains de la mafia, et chacun connaissait les chefs. Ils collectaient des taxes, engagèrent des hommes de main et finançaient des améliorations locales. Aucun parrain du crime ne veut vivre près d'une mauvaise école. L'État russe était non seulement faible, mais aussi en décomposition. Pendant son effondrement, la mafia posait discrètement les bases de l'État futur. Vers le milieu des années 1990, les gangsters les plus rusés ont compris que l'extorsion assurait des revenus réguliers. Disons que tu fais chanter une usine pour 10 000 $ par mois. Ça fait 120 000 $ par an. Quelqu'un offre un demi-million pour tuer le propriétaire. T'entends, non? En acceptant, tu échanges 4 ans de revenus garantis contre un seul paiement. De plus, son remplaçant risque de ne pas coopérer. Ils ont donc été astucieux. Pourquoi tuer l'homme d'affaires si on peut le contrôler? Un homme d'affaires sous ton contrôle est un atout. L'idée que le crime devenait plus rentable en imitant le capitalisme s'est rapidement répandue. Prenez le gang Ismailova, l'un des groupes les plus puissants de Moscou. Ils ont débuté par des rackets et des règlements de compte dans les bars, puis sont devenus un empire commercial dans les années 90. Ils possédaient des chaînes de restaurants, des casinos, des sociétés d'import-export et des boîtes de nuit. Anton Malevski, leur patron, portait des costumes sur mesure, parlait en cadre et dirigeait son équipe comme un conseil d'administration du Fortune 500. Un conseil éliminait parfois les moins performants. Le crime organisé russe adoptait un style d'entreprise. Les voyous de rue ordinaires devenaient des hommes d'affaires siégeant dans des conseils, et les bénéfices trimestriels se comptaient en millions. Avant les feuilles de calcul, il y a eu le bain de sang. En 1996, l'américain Paul Tatum s'est brouillé avec son partenaire russe lors du développement d'un hôtel de luxe en bord de mer. Convoqué à une réunion urgente. Tatum a reçu 11 balles d'un homme armé d'une mitraillette lors d'une embuscade dans une station de métro bondée à Moscou. Évidemment, en plein jour, avec des caméras partout, personne n'a rien vu. Selon un article, c'est parce qu'à l'époque, Moscou ressemblait à Chicago dans les années 1930. En 1994, le journaliste Dmitri Kolotov a ouvert une mallette censée contenir des preuves de corruption militaire, mais elle a explosé entre ses mains. Des dizaines de journalistes ont subi le même sort cette décennie. Preuve qu'en Russie, poser les mauvaises questions pouvait être fatal. Les politiciens aussi étaient visés. La réformatrice Galina Starovoitova a été abattue dans sa cage d'escalier en 1998, avec 3 balles dans la tête. Quiconque avait argent, message dissident ou pouvoir était une cible. Derrière le sang, les organisations ont évolué et bâti des réseaux mondiaux. Le blanchiment d'argent est un art raffiné, avec des milliards passant par les banques occidentales, dont le scandale de la Bank of New York où des criminels russes auraient blanchi 75 milliards de dollars. La mafia s'est alliée à la mafia italienne, au cartel colombien et aux syndicats asiatiques. Ils ont recruté comptables, avocats et ex-agents du KGB. La fraternité Sontsevskaya, la plus grande bratva de toutes, fonctionnait comme une multinationale, avec des conseils de direction, des directeurs régionaux et un président-directeur général nommé Sergei Mikhailov. Ces réunions de bureau étaient régies par la règle tacite qu'il pouvait mettre fin à votre carrière ou à votre vie d'un simple coup de téléphone. À la fin des années 1990, ces organisations avaient tout ce que l'État russe n'avait pas. L'argent, la loyauté, la discipline et l'information. D'où la question. Que se passe-t-il quand un gouvernement faible fait face à un monde souterrain puissant? La réponse arriva vite, incarnée par Vladimir Poutine, ex-officier du KGB de Saint-Pétersbourg. En 1999, la Russie était épuisée. Le krach financier de l'année précédente avait anéanti les économies des gens au point que des retraités vendaient des meubles dans la rue pour acheter de la nourriture. La guerre de Tchétchénie revenait au pays par des immeubles bombardés. Vladimir Poutine était un homme de carrière du KGB qui connaissait aussi bien la politique que le milieu criminel. Au début des années 90, en tant qu'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, il côtoyait des mafieux, des contrebandiers et d'anciens espions. Il comprenait les réseaux criminels. Eux le comprenaient aussi. Poutine a promis enfin l'ordre. Après 10 ans de chaos, la plupart des Russes ont vu cela comme une délivrance. Quelques mois après sa nomination en août 1999, une vague d'attentats à la bombe fit déjà des centaines de morts. Alors que les responsables accusaient les terroristes tchétchènes, Vladimir Poutine a répliqué par des chars et frappes aériennes. « Nous les poursuivrons partout », a-t-il dit. Rapidement. « Nous les attraperons dans les toilettes, nous les éliminerons dans les latrines », est devenu un slogan de campagne vulgaire. En décembre, Boris Eltsine a démissionné soudainement et nommé Vladimir Poutine président par intérim. En mars 2000, il avait largement remporté l'élection.
Les enquêteurs ayant suggéré que les attentats s'étaient mis en scène n'ont jamais survécu pour le prouver. L'essentiel était l'effet de Vladimir Poutine, perçu comme le seul à pouvoir stopper l'hémorragie. Quand Vladimir Poutine a promis de rétablir l'ordre, il voulait absorber la mafia, pas l'éliminer. La logique de Vladimir Poutine venait tout droit du manuel du KGB. S'il ne pouvait pas détruire un réseau, il savait que la meilleure chose à faire était de le contrôler. Le protocole pour les oligarques russes et milliardaires liés aux gangs est désormais clair. Soutenir le Kremlin leur permettait de garder leur fortune. Mais s'y opposer signifiait tout perdre sous Vladimir Poutine. Les milliardaires se sont immédiatement mis au garde à vous. Roman Abramovitch est devenu gouverneur, tandis qu'Igor Sechin, proche de Saint-Pétersbourg et allié de Vladimir Poutine, a pris la direction de Rosneft, le géant pétrolier d'État. Les chefs mafieux sont devenus consultants en sécurité et les contrebandiers, spécialistes de l'import-export. Rien n'a changé sauf l'entête. Lorsque le magnate du pétrole Mikhail Khodorkovsky a financé des partis d'opposition et critiqué Poutine, des agents masqués ont pris d'assaut son jet. Il a passé 10 ans en prison tandis que son entreprise de 40 milliards était démantelée et confiée à des proches. D'autres oligarques dissidents ont fui à l'étranger, finissant ruinés, exilés ou morts. Sous Poutine, en Russie, il fallait se soumettre ou être détruit, et il montrait à tous les conséquences. Dans les années 1990, les mafieux tuaient pour des affaires. Dans les années 2000, l'État éliminait ses critiques pour des raisons politiques. En utilisant le même mode opératoire, les assassinats de journalistes n'ont jamais vraiment cessé. Anna Politkovskaya a documenté les crimes de guerre en Tchétchénie malgré empoisonnement et menaces. Le jour de l'anniversaire de Poutine en 2006, elle a été tuée de 4 balles dans la cage d'escalier de son immeuble. Une exécution typique. La même année, l'ex-officier du service fédéral de sécurité Alexandre Litvinenko a rencontré 2 agents russes dans un hôtel londonien. Ils lui ont servi du thé infusé au polonium-210, un isotope radioactif si rare que seul un gouvernement pouvait y avoir accès. Il est mort en 3 semaines, accusant Poutine depuis son lit d'hôpital. La Grande-Bretagne a identifié l'assassin, la Russie en a fait un héros national. En 2015, l'opposant Boris Nemtsov a été tué près du Kremlin, sous de nombreuses caméras de sécurité qui, étrangement, sont tombées en panne. À ce stade, assassinat mafieux et d'État étaient presque indiscernables. Ils misaient sur les mêmes armes, codes de loyauté et de peur. Mais la mafia n'avait pas infiltré le Kremlin. Le Kremlin était tout simplement devenu la mafia. Diriger un pays comme un syndicat du crime pose un problème logistique. Vos détracteurs peuvent toujours se déplacer. Le monde est vaste. Ils partent et vont dans des endroits où il y a des lois, une police et des droits de l'homme. Alors, Poutine a fait la seule chose logique qu'un chef mafieux pouvait faire. Il a exporté le spectacle à l'étranger. Londres est rapidement devenu le terrain de chasse favori de la mafia. Succédant aux rues dangereuses de Moscou des années 1990, les lanceurs d'alerte russes et ex-oligarques y ont trouvé refuge, croyant être en sécurité, mais sont restés sous l'emprise de Poutine et de la mafia. En 2012, l'homme d'affaires fortuné Alexandre Perepalichny s'est effondré sur un sentier de jogging devant sa maison dans le Surrey. Les médecins ont d'abord pensé à une crise cardiaque, avant que des analyses ne détectent du Gelsemium élégant, une toxine végétale rare, dans son sang. Puis est arrivé le gros événement. Sergei Skripal, un ancien espion russe devenu informateur britannique, vivait ici, profitant de sa retraite dans une petite ville anglaise. Un après-midi, lui et sa fille furent retrouvés inconscients sur une plage. Le Novichok, un agent neurotoxique extrêmement mortel, peut tuer en quelques milligrammes. Imaginez la surprise d'un dirigeant russe lorsqu'il a découvert que le duo avait survécu. Malheureusement, la Britannique ayant manipulé le faux flacon de parfum contenant le poison n'a pas survécu. La police britannique a en fait surpris 2 agents du renseignement russe, dans les environs, grâce à la vidéosurveillance. Ils ont déclaré s'appeler Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov. Sous pression, ils ont affirmé à la télévision russe, impassible, qu'ils étaient de simples touristes venus à Salisbury visiter la cathédrale 2 fois le même week-end. Un comportement tout à fait normal pour des touristes. L'homme d'affaires Badri Potarka-Chichvili est décédé subitement en 2008. Le magnate Scott Young est tombé d'une fenêtre du 4e étage en 2014. L'oligarque Boris Berezovsky a été retrouvé mort dans sa salle de bain en 2013 dans les... Ce qui est donc glaçant, c'est le mélange d'espionnage, de l'ère soviétique et de brutalité mafieuse. Le polonium et le Novichok nécessitent des laboratoires d'État pour être obtenus et raffinés. Les tactiques viennent tout droit du milieu criminel russe des années 1990. Les équipes emploient bilan de faux passeports, de l'argent liquide, des téléphones jetables et des messages cryptés. Après des semaines de préparation, elles disparaissent. La négation est intégrée dans tout le processus.
La Russie nie tout, même lorsque les preuves sautent aux yeux. En Occident, après quelques expulsions et gros titres, tout a rapidement repris son cours habituel. Le mélange de violence soudaine, de spectacles publics et de peurs calculées suit le même schéma qui a défini le règne de Poutine. Aujourd'hui, la scène est mondiale. Si des témoins meurent, ce ne sont que des dommages collatéraux. Aujourd'hui, il est impossible de distinguer le gouvernement russe du crime organisé. La frontière entre eux ne s'est pas estompée. Elle a disparu. L'État et la mafia ne font plus qu'un. Se nourrissant de pouvoir, d'argent et de peur, des ministres au casier judiciaire s'iraient désormais au sommet du pouvoir. Des agents des services de renseignement mènent des opérations qui ressemblent exactement à celles de criminels professionnels. Quand les autorités américaines ont inculpé des agents russes pour le piratage du Comité national démocrate en 2015, l'affaire évoquait plus un film de braquage informatique que de la politique. Phishing, vol de données, blanchiment de crypto, serveurs temporaires, retrait à l'étranger. La seule vraie différence avec un groupe de rançongiciels dans un sous-sol, c'est que ces pirates étaient payés en roubles par le gouvernement. En Russie aujourd'hui, le crime organisé est presque bureaucratisé. Les réseaux criminels distribuent même leurs cartes de visite. Le Kremlin autorise les groupes de rançongiciels à attaquer toutes les cibles sauf russes. Des hôpitaux, écoles, oléoducs et systèmes d'entreprises occidentaux ont été paralysés par des hackers russes agissant ouvertement et se vantant parfois en ligne. Les forces de l'ordre ne peuvent pas les atteindre car l'État russe les protège, à condition qu'ils répondent à l'appel de Moscou. Le Kremlin fait appel à ces groupes quand il veut nier son implication. Des hackers indépendants deviennent cyber-volontaires patriotes, attaquant les infrastructures occidentales ou divulguant des données lors des élections. C'est une alliance de convenance. Les criminels obtiennent l'immunité et l'État acquiert une force numérique qu'il peut désavouer. Les oligarques russes dirigent les industries, comme les parrains de la mafia contrôlent les quartiers, par contrôle, loyauté et violence. Et Evgeny Prigojine est passé de restaurateur à chef d'une armée privée. Il a créé le groupe Wagner, une force de mercenaires qui a mené les sales guerres de la Russie, de la Syrie à l'Ukraine. Il dirigeait aussi l'agence de recherche sur Internet, célèbre ferme à trolls diffusant propagande et fausses infos sur les réseaux sociaux occidentaux. Tout ce pouvoir venait de sa loyauté envers Poutine. Quand celle-ci s'est fissurée, lorsque Prigojine a organisé sa brève mutinerie en 2023, son jet privé a explosé en plein vol. C'était l'une des plus grandes leçons de Poutine. Dans la Russie de Poutine, la trahison reçoit toujours la même sentence qu'à l'époque de la mafia. La liste des accidents d'oligarques s'est allongée. Les dirigeants du pétrole qui tombent par la fenêtre, c'est une façon courante de disparaître. Il y a aussi la série de magnates de l'énergie retrouvés morts dans des piscines, des présidents directeurs généraux de la finance soudainement déprimés. De nombreux décès ont suivi des critiques de la guerre en Ukraine ou des impayés envers certaines personnes. Staline aurait dit un jour « La mort est la solution à tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. » Et le Kremlin a pris cela à cœur. Aujourd'hui, les services de sécurité russes, le service fédéral de sécurité et le direction principale du renseignement fonctionnent davantage comme des familles mafieuses que comme des agences de renseignement. Ils organisent nommer des raquets, commettent des assassinats et s'imposent dans des entreprises. Leur loyauté ne va pas à la Constitution mais au patron qui les récompense généreusement. Les méthodes autrefois utilisées pour contrôler le crime à Moscou sont désormais la politique du gouvernement, même à l'étranger. Pourtant, en Russie, beaucoup le voient encore comme une force. Après l'anarchie des années 1990, l'ordre de Poutine semble préférable au chaos. Ce moment est unique dans l'histoire par son ampleur. Nous avons déjà connu des narco-états dirigés par des cartels et des kleptocraties, où les gouvernements volent leur peuple. Jamais une superpuissance nucléaire n'avait fusionné ces éléments aussi complètement. La Fédération de Russie est la première superpuissance mafieuse mondiale, où le gouvernement cache une structure fondée sur la logique criminelle organisée. La transformation a pris 3 décennies pour s'accomplir. De l'effondrement de 1991 aux guerres des années 90, puis à la prise de pouvoir de Poutine dans les années 2000. Et maintenant, à un empire criminel mondial déguisé en État. Chaque compromis paraissait pragmatique, mais peu à peu, la légalité a cédé la place à la loyauté. C'est le vrai avertissement. L'Union soviétique s'est effondrée dans le chaos. De ce chaos est né quelque chose de bien plus dangereux. Un empire où les criminels n'ont plus besoin de se cacher dans l'ombre. Ils gouvernent depuis le Kremlin, en costume, signant des lois plutôt que des contrats, mais selon les mêmes règles qu'avant.
Le monde criminel russe ne s'est pas développé tout seul. Il a reçu de l'aide depuis les plus hauts sommets. Voyez comment Poutine est passé du KGB à la présidence russe et a transformé le pouvoir en empire. Ou cliquez sur cette vidéo.